Merci beaucoup. Je suis ravi d'intervenir pour ce webinaire pour la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, pour détailler donc, comme vous l'avez dit, les programmes de recherche sur les soins et l'offre de soins, si ce n'est de les faire connaître, parce que je pense que parmi vous, vous les connaissez, mais au moins répondre aussi à des questions peut-être plus précises sur la campagne qui s'ouvre donc 2025-2026. Alors, pour vous donner une vue d'ensemble déjà, rappeler quelques éléments de contexte. Donc la Direction générale de l'offre de soins s'est organisée de manière assez importante il y a plus d'un an et demi et s'est réorganisée aussi en lien avec la Direction générale de la santé depuis le 1er septembre avec le fait que dorénavant, la porte d'entrée sur les sujets recherche au ministère de la Santé et la Direction générale de l'offre de soins. Les sujets qui étaient antérieurement traités et qui étaient relatifs à la recherche à la Direction générale de la santé sont dorénavant au sein de la DGOS. Donc vous avez depuis le 1er septembre à la DGOS une sous-direction de la recherche et de l'innovation, c'est l'encadré rouge, avec deux bureaux. Un bureau de l'organisation et du financement de la recherche, dont j'ai la chance d'être le chef du bureau, un bureau de l'encadrement réglementaire de la recherche, qui était précédemment à la Direction générale de la santé, et enfin une mission maladies rares. Vous avez ensuite là, le détail de ces bureaux. Je passe vite sur les éléments de contexte pour qu'on rentre vite dans la campagne d'appel à projet. Vous aurez de toute façon la présentation. Vous voyez ici présentation de l'équipe du bureau aérien, en sachant que au sein du bureau aérien, vous avez différentes aspects que l'on travaille. Vous avez à la fois le soutien aux établissements de santé pour les actions de recherche qu'ils mènent, avec notamment ce qu'on appelle la dotation socle, la compensation du temps qui est consacré à la recherche plutôt qu'aux soins. C'est près de 2 milliards d'euros d'allocation de financement annuel. Vous avez aussi le financement des structures d'appui à la recherche hospitalière. Vous les connaissez, mais je peux les reciter. On finance des centres de ressources biologiques, des centres d'investigation clinique, des centres de recherche clinique, des CIRIC, bien sûr des délégations à la recherche clinique et à l'innovation, et encore l'action sur les territoires des GIRC et des EMRC. Il y a également le financement de la convention unique qui lie les établissements de santé avec généralement les promoteurs privés laboratoires pour mettre en œuvre une convention dans l'établissement, une recherche dans les établissements de santé. Et vous avez le plan de France médecine génomique également construit. Et enfin, les appels à projets, ça va être vraiment le cœur là, de ce webinaire et de la présentation. Et on alloue pour ces projets de recherche en moyenne, là, sur les dernières années, 202 millions d'euros d'autorisation d'engagement sur ces projets de recherche chaque année côté DGOS. Alors, la DGOS, elle intervient sur la recherche en santé, notamment sur la recherche dite appliquée en santé. Bon, c'est un peu une simplification, mais on pourrait dire qu'on intervient vraiment sur la recherche appliquée en santé avec en amont, donc il y a la recherche fondamentale, qui est plutôt l'apanage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et l'objectif de cette recherche appliquée en santé, c'est quand même qu'il y ait des modifications et des évolutions sur les prises en charge de droit commun. Et dans ce cas-là, on mobilise ensuite la HAS, la NSM. Donc vous avez tout un panel de projets sur lesquels, d'appels à projets sur lesquels je vais revenir et qui s'inscrivent bien dans le cadre de la recherche appliquée en santé. Pour ceux qui connaissent la grille TRL, vous avez sur cette diapositive représenté où interviennent les appels à projets de la DGOS. Donc on est vraiment plus sur la transposabilité, la sécurité, la faisabilité, l'efficacité, l'utilité, l'efficience et l'innovation, et moins sur l'identification des concepts innovants. Alors, à la Direction générale de l'offre de soins, nous avons aujourd'hui actuellement 8 programmes de recherche, plus un appel à projet spécifique en lien avec l'INSERM, qui est Messidor. Donc, ça couvre un ensemble de 12 appels à projets. Plus de 50 disciplines sont mobilisées dans le cadre de ces appels à projets. Et vous connaissez notamment le plus illustre, qui est le programme hospitalier de recherche clinique, le PHRC national, qui a fêté il y a peu ses 30 ans, il a été créé en 1992.
Et ensuite, vous avez eu toute une déclinaison de cet appel à projet phare, hein, qui a permis de structurer, de développer la recherche clinique dans les établissements de santé, avec maintenant une déclinaison sur la partie cancérologique. On a également le PHRCI dans les interrégions, pour lequel on mobilise notamment les groupements les GIRC, qui sont un support sur la mise en œuvre de cet appel à projet. Vous avez également le PREPS, le programme de recherche sur la performance du système des soins, le programme de recherche médico-économique, le PHRIP, le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, le programme de recherche translationnelle avec deux variantes, une en cancérologie et une en santé en lien avec l'Agence nationale de la recherche, et le PRTK est en lien avec l'INCa. On a également l'appel à projet plus récent pour lequel on n'a eu que 2 sessions pour l'instant, et une troisième va arriver, c'est l'appel à projet DATAE, donc qui est sur la réutilisation et l'utilisation de données dans les entrepôts de données de santé hospitaliers. Ensuite, vous avez l'appel à projet Respire sur les soins primaires, et un appel à projet Rech-Milieu sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Donc, il y a 4 appels à projets qui sont vraiment gérés in-house, si on peut dire, à la DGOS. C'est le PHRC national, le PREPS, le PRME et le PHRIP. Ensuite, les autres appels à projets dont je vous ai parlé sont en lien avec des partenaires très forts. Donc, le PRTS en lien avec l'Agence nationale de la recherche, le PRTK en lien avec l'INCa. DataEast est en lien avec le Health Data Hub, Respire et le PHRCI, on travaille avec les GIRC, le PHRCK avec l'INCa, le RECH-MINU avec une agence autonome de l'INSERM qui est la NRS-MIE, et enfin l'appel à projet Messidor qui est piloté scientifiquement par l'INSERM. Alors, depuis que on a pu mettre en place une plateforme de suivi des financements des tranches, on a une vision un peu plus précise, hein, des projets qu'on soutient, qu'on finance, de leur maturité et de leur niveau de vie. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a près de 5000 projets, hein, qui sont financés depuis 2010 avec ces extractions de données que l'on a pu faire, ce qui représente un financement total prévisionnel. Ce n'est pas un financement qui a été décaissé, hein, mais c'est un financement prévisionnel de plus de 2 milliards d'euros. Euh, Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'on a une durée moyenne des projets, sur tous les appels à projets, hein, dont j'ai parlé, qui est assez longue, hein, qui est de 9 ans. Donc c'est une problématique qu'on essaie de traiter, puisque notre intérêt, hein, c'est vraiment d'avoir des projets qui puissent aller jusqu'au bout. Alors ça veut dire quoi, aller jusqu'au bout? C'est-à-dire aller jusqu'à une publication scientifique, jusqu'à un posting des résultats, qui soit positif ou négatif, mais dans des délais qui soient assez resserrés. On pourra en revenir là-dessus si vous avez des questions. Vous dire aussi que lors de la dernière édition de Santexpo en 2025, on a eu l'occasion de faire un bilan de 10 ans d'appel à projets de recherche financés par la DGOS. Et donc, vous avez le lien dans le cadre de la présentation et je vous invite à y retourner, enfin, à aller voir le document, puisqu'il y a pas mal de données intéressantes sur cet appel à projet. Donc je passe vite, mais dire que pour les gestionnaires Cyrano, hein, la plateforme qu'on a mise en place, c'est un gain de temps, hein. Ça va permettre de faciliter et optimiser la gestion des tranches de financement, de fiabiliser, de rendre facilement traçable le processus de suivi, d'avoir une vision globale de l'ensemble des projets financés et d'exposer et de rendre exploitables les données sur les projets financés en France au grand public. C'est quelque chose, je pense que vous connaissez, mais peut-être qu'il faut rappeler, hein. En fait, lorsque vous obtenez un projet financé dans le cadre d'un des appels à projets de la DGOS, on ne finance pas, hein, l'intégralité du projet dès l'obtention du projet. Ce serait une mauvaise utilisation, hein, des fonds publics de faire cela. On finance le projet en fonction de l'atteinte de jalons. Et lorsque ces jalons sont atteints, cela occasionne, hein, le décaissement d'une tranche pour le récipiendaire des fonds. Là, par exemple, vous avez un exemple, hein, dans Cyrano, comment ça se passe. Un projet qui est retenu, une tranche 1 qui est déléguée. Alors, les tranches sont déléguées dans le cadre, c'est un peu technique, mais dans le cadre de circulaires budgétaires et tarifaires, il y en a 3 par an. Et c'est dans ce cadre-là que les établissements de santé sont financés pour les projets de recherche qu'ils mettent en œuvre. Ensuite, vous avez différentes tranches, une T1, une T2 jusqu'à une T5. Là, c'est l'exemple d'un PHRC. Et ça permet d'avoir une meilleure utilisation des fonds. Alors, les 5 programmes de recherche regroupés dans la même note.
Donc je vais peut-être passer assez vite pour qu'on ait vraiment le temps d'avoir des questions, hein. Heu, donc vous avez dans une note d'information annuelle, de la DGOS, le cadre en fait qui est donné sur ces, 5 programmes de recherche, hein. Donc, le PRT, le PHRC, le PRME, le PREFC, le PHRIP avec, différentes finalités, hein, pour ces projets de recherche qui sont cités là dans la diapositive et avec les partenaires dont je vous ai parlé plus tôt. Donc la note d'information annuelle pour la campagne, 2025-2026, elle a été publiée, de mémoire, en juin, et donc disponible sur le site internet et j'imagine que vous aurez des questions, par rapport à cela. Mais redire que, sur le processus, cela fonctionne en 2 étapes. Vous avez une étape 1 dite de présélection pour les projets qui sont soumis et une étape 2 dite de sélection. Donc, les candidats aux projets de recherche, aux appels à projets, que j'ai énumérés, soumettent des lettres d'intention selon un modèle unique qui est présenté dans la note d'information annuelle dont je vous ai parlé et si ces lettres d'intention sont retenues, en étape 2, on les sélectionne. Et donc dans ce cas-là, il faudra soumettre un dossier complet qui comprendra leur projet et un ensemble, de pièces, complémentaires, hem, à donner. Alors ça, c'est important sur le dépôt et le portage des projets. Il faut que vous sachiez que, le dépôt et le portage d'un projet, il associe systématiquement, d'une part, un porteur individuel et d'autre part, un établissement de santé, un GCS, un groupement de coopération sanitaire, une maison de santé ou un centre de santé qui sera le coordonnateur du projet, le gestionnaire du financement. Donc c'est les modalités qui sont, impératives et qui sont, examinées, hein, en phase d'éligibilité pour, les projets qui sont soumis aux appels à projets. Dans la note d'information, annuelle pour la campagne, 2025-2026 que j'ai évoquée, vous pourrez vous y reporter, 5 thématiques sont considérées, comme, prioritaires. Alors 5 thématiques, vous avez la santé mentale et la psychiatrie, les, différents types, de prévention en santé, la pédiatrie et la santé de l'enfant, qui inclut la pédopsychiatrie, la santé des femmes, dont la ménopause et aussi la fertilité qui était une priorité thématique de la campagne précédente et enfin, ce qui nous intéresse aussi, hein, l'accompagnement, et les soins palliatifs ainsi que la fin de vie. Ces projets qui s'inscrivent dans l'une de ces, thématiques prioritaires ou également dans un plan de santé publique gouvernemental font l'objet d'une attention particulière dans le cadre de, l'instruction des projets qui sont soumis. À noter que vous aviez précédemment une autre thématique, prioritaire qui était la recherche en soins primaires, qui est désormais traitée de façon, ad hoc, si on peut dire, dans un appel à projet qui est dédié depuis 2021, qui est l'appel à projet, Respire. Et enfin, toute la recherche dans le domaine des maladies infectieuses émergentes, ça fait l'objet d'un appel à projet spécifique qui est le fameux, RECHMIE. Vous avez ici représenté sur cette slide, la timeline, hein, du fonctionnement des jurys. Donc on se concentre là vraiment sur le PHRC national, le PHRIP, le PREPS et le PRME, avec ces 2 étapes dont je vous ai parlé, hein, l'étape, de présélection et l'étape, de sélection. Et à noter que pour la campagne actuelle, enfin la campagne qui s'ouvre là, 2025-2026, le dépôt des lettres d'intention sur la plateforme, Innovarc, et la date limite, c'est le 9 décembre 2025 à, 20h. Donc les porteurs de projets, bien sûr en lien avec, leur institution, leur établissement de rattachement ou le GSCS, enfin ou les différentes, supports dont on a parlé précédemment, doivent déposer, hein, vraiment leur lettre d'intention d'ici le 9 décembre, 20h. Ensuite, il y aura toute la phase, d'éligibilité, qui sera faite, une phase, d'expertise et lorsque, les projets présélectionnés seront prêts, les résultats seront communiqués et publiés à la fois sur le site internet de la Direction générale de l'offre de soins et sur la plateforme Innovarc et ça lancera, le compte à rebours pour déposer le dossier, complet qui comprendra là, bien sûr, beaucoup plus d'éléments, à la fois le travail sur le protocole, le budget, et puis, tout ce qui est, planning de réalisation, du projet. Ensuite,
vous aurez un jury de sélection qui sera mobilisé pour sélectionner donc, les projets qui seront les dossiers complets qui ont été déposés. Et enfin, les résultats seront communiqués à la fois sur le site internet de la DGOS et sur la plateforme Innovarc dès qu'on aura pu aboutir. Ça, c'est une slide qui redit un peu ce que dit la précédente. Donc, vous avez différentes façons de voir cette timeline. J'insiste un peu sur ça, même si j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Donc, vous avez un financement des DGOS sur les appels à projets qui sont listés ici par tranche. Donc, l'atteinte de jalons déclenche le financement par la DGOS. Là, en l'occurrence, pour les appels à projets qui sont spécifiés, vous avez 5 tranches de financement. Une au moment du succès à l'appel à projet. Une lorsque toutes les autorisations réglementaires ont pu être obtenues. Une lorsque vous avez 50% des inclusions ou des tâches qui ont pu être réalisées. Une enfin quand vous êtes sur la partie gel de base. Et enfin une dernière et qui est très importante, c'est lorsque on apporte la preuve que le manuscrit, le travail a été soumis à une revue à comité lecture et que les résultats ont pu être bien postés sur Clinical Trial, mais on y reviendra, ou sur un registre équivalent, notamment le CTIS pour les essais médicaments. Ça, c'est quelque chose de très important dans le cadre de la science ouverte, qu'on puisse avoir vraiment tous les résultats postés. C'est vraiment un impératif, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour faire avancer la science. Notez une petite subtilité dans le cadre du programme de recherche translationnelle, à la fois sur la version S et K. Vous avez que 4 tranches ici qui sont mobilisées, enfin 4 tranches qui sont appliquées. Donc il y a une tranche qui correspond à celle du gel de base qui n'est pas mobilisée. Là, je vais passer vite. C'est un détail plus précis sur les appels à projets. Donc sur le programme de recherche translationnelle, l'objectif, c'est de soutenir des recherches collaboratives concernant des questions scientifiques situées à l'interface entre la recherche exploratoire et la recherche clinique. Et vous avez 2 déclinaisons de cet appel à projet. La partie S, donc qui concerne toutes les pathologies, à l'exception du cancer, puisque la partie cancer est traitée dans un PRTK en lien avec l'INCa. Le programme hospitalier de recherche clinique, lui, finance des projets de recherche dont les objectifs sont multiples, donc la mesure de l'efficacité des technologies de santé, l'évaluation de la sécurité, la tolérance ou la faisabilité de l'utilisation des technologies de santé chez l'homme. Et les résultats des projets doivent permettre une modification de la prise en charge des patients. Il se décline en 3 appels à projets. La partie nationale, vraiment pilotée par la DGOS sur tout le continuum. La partie K en lien avec l'INCa et la partie I en lien avec l'interrégional et les GIRSI. Vous avez enfin le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, donc qui vise à la production de connaissances scientifiques utilisables par les auxiliaires médicaux dans leur prise de décision ou leur pratique, concerne toutes les pathologies et toutes les situations de soins. Et toutes les méthodologies peuvent être mobilisées, à la fois quantitatives, qualitatives et mixtes. Le PREPS, enfin, qui est sur donc, un programme de recherche sur l'offre et l'organisation des services de santé et sur le parcours des patients, qui concerne également là aussi toute discipline et toute méthode. Enfin, le programme de recherche médico-économique qui doit permettre de guider ici les décideurs publics dans le financement du système de soins, les recommandations de bonnes pratiques et les enjeux de santé publique. Tous les domaines de santé ici, y compris le cancer, sont mobilisables. À noter que vous avez des appels à projets qui font l'objet de notes séparées. Donc, on n'est plus dans le cadre de la note d'information annuelle des appels à projets dont j'ai parlé précédemment. C'est l'appel à projet dit Respire, donc centré sur les soins primaires et qui fait l'objet également d'une note ad hoc avec les 2 mêmes étapes, toujours une étape de lettre d'intention, une étape de dossier complet. Savoir qu'ici, le comité de sélection, il n'est pas géré directement par la DGOS, mais par le GIRSI. Et enfin, la DGOS, elle intervient sur la validation des projets sélectionnés.
Vous avez également, dans une note d'information annuelle spécifique, l'encadrement de l'appel à projet Rech-Mieux, qui est dédié aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes. C'est un appel à projet qui est doté de 10 millions d'euros pour la prochaine campagne. Et là, la date limite de dépôt pour les lettres d'intention, c'est le 15 novembre 2025 sur une plateforme spécifique, Apogée de la NRS MIE. Enfin, vous avez un autre appel à projet qui est important et qui peut être mobilisé également, qui est l'appel à projet Datae, pour tout ce qui est exploitation des données des entrepôts de données santé hospitaliers. On a eu déjà 2 éditions en 2023, 2024, et on va avoir une nouvelle édition là, sur la période 2025-2026 pour un budget de 3,5 millions d'euros. Là, l'objectif, c'est vraiment de produire des connaissances scientifiques sur la base de la réutilisation des données de santé qui sont hébergées dans le cadre des EDS. Avant de passer aux questions, je voulais préciser un certain nombre de points, mais peut-être que ça fera l'objet aussi de questions. Bon, comme vous le savez, aux États-Unis, là, actuellement, il y a le shutdown. Donc, ça a des conséquences sur la partie clinical trial. Donc, aujourd'hui, lorsque je vous ai parlé du phasage de financement des projets, sur tout le long de la vie du projet, et notamment sur des moments phares un peu qui sont l'autorisation réglementaire avec le numéro d'enregistrement et puis le posting des résultats sur un registre, c'est assez complexe vu que le site n'est pas... enfin, il prend les demandes, mais les demandes ne pourront être traitées que lorsque le budget aura été voté. Donc, dans l'intervalle, ce que l'on va faire, c'est que à partir du moment où les démarches auront été faites auprès de ce registre spécifique, en sachant qu'il y a d'autres types de registres, ces décaissements de tranches pourront être faits. L'idée, c'est de vraiment pas rigidifier le système et de rappeler aussi qu'on a Clinical Trial, mais également d'autres types de registres qu'on essaie de travailler, notamment un registre européen, pour poster les résultats. Voilà, j'ai été assez rapide parce que je pense que vous connaissez pour la plupart les appels à projets que j'ai évoqués. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner plutôt des éléments de réponse, des précisions sur les différents points. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dacruz. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On vous laisse ouvrir les micros. Alors, peut-être dire aussi en élément de contexte, on en parlait juste avant que le webinaire ne débute. On a regardé avec notre data scientist combien de projets étaient financés sur la thématique qui nous intéresse ici plus prioritairement. On a un certain nombre de projets, on compte plus d'une trentaine, et des projets finalement qu'on retrouve sur toute une palette, toute la palette des appels à projets. On a compté 35 projets en lien avec les thématiques accompagnement, soins palliatifs, fin de vie, et qui se répartissent à la fois sur du PHRC interrégional, sur du PHRC cancérologie, sur du PHRC national, du PHRIP, du PREPS et du PRME. Et ce qu'on communiquera à la plateforme, c'est un état des lieux très précis de ces projets, leur état d'avancement, les financements également qui sont mobilisés pour ces projets retenus, le nom des porteurs, afin qu'il puisse y avoir une connaissance très fine et globale sur les thématiques que suit la plateforme. Alors, merci beaucoup pour cette ressource aussi. Chloé Prodhomme, je vous laisse ouvrir votre micro. Bonjour, merci pour cette présentation très claire. Moi, je suis le docteur Chloé Prodhomme, je suis MCUPH en médecine palliative au CHRU de Lille. Je me permets, j'ai une question justement, quand vous dites les 35 projets, c'est actuel ou depuis 2010 sur la thématique de l'accompagnement et de la fin de vie? Oui, vous avez raison, il faut être précis. En fait, c'est des projets qu'on a recensés depuis 2010. D'accord. Depuis et du coup, travail de bilan. Au vu de ce constat, là, des 35 projets sur 5000 projets financés, on connaît tous les productions de recherche actuelles dans le domaine de la fin de vie et notamment de la médecine palliative.
On connaît le nombre restreint de chercheurs, la faiblesse et le manque des données. Comment les évaluateurs vont prendre en compte ce contexte de la recherche spécifique, notamment pour ce qui est de la justification des hypothèses statistiques, parce que nous avons très peu de données actuellement pour appuyer nos hypothèses. Et pour autant, si on nous demande d'intégrer ce type de projet aussi important, est-ce que les évaluateurs prendront en compte cela et accepteront, on va dire, un risque plus important? C'est une très bonne question. En fait, bon, nous, on intervient un peu sur tout ce qui est le support, hein, et donc l'effet signal. Donc, dans la note d'information également, vous avez cette thématique prioritaire qui a été identifiée. La règle du jeu, c'est que à un niveau d'excellence comparable, il puisse y avoir un bonus pour les projets qui relèvent de la priorité thématique. Donc, imaginons, je dis n'importe quoi, dans le cadre de la prochaine campagne, sur un PREP, si on a un projet qui est excellent, qui est sur la thématique qui nous intéresse, et un autre projet qui est sur une thématique qui n'est pas prioritaire, il faut que le projet sur la thématique prioritaire soit en situation d'être prioritaire, d'être financé en premier lieu. Ensuite, sur vous, la question est encore plus précise, et vous dites, compte tenu en fait du panorama, du paysage sur la thématique, est-ce que sur la partie vraiment scientifique, il y aura une prise en compte peut-être de certains écarts, ou peut-être donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'on doit travailler en lien avec le jury, peut-être en amont justement des sessions. Là, on est vraiment un peu très en amont, hein. La campagne enfin, vous avez la date de soumission des lettres d'intention, mais la campagne n'est pas totalement encore lancée. On va la lancer, j'espère, aujourd'hui. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, à partir de la plateforme Innovar, que vous aurez accès au format de la lettre d'intention. Et donc, c'est quelque chose que sur lequel vous avez vraiment raison. Il faut qu'il y ait une sensibilisation aussi des jurys sur les spécificités des différents domaines de recherche. Merci. Et ce qui me fait dire aussi, que je fais juste une petite parenthèse, il y a une nouveauté que je n'ai pas dite, hein, sur la campagne qui arrive, 2025-2026, des appels à projets. Il va y avoir une demande, vous le verrez dans le cadre de la lettre d'intention et aussi dans le cadre du dossier complet qui devra être déposé, des attentes plus poussées sur la faisabilité des projets. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Vous l'avez vu, il y a une durée moyenne des projets qui est assez longue, hein, 9 ans. On a un certain nombre de projets qui pour tout un tas de raisons, ont du mal à démarrer, ou à trouver leur rythme de croisière, ou à arriver à la fin. Et donc vraiment, le sens aussi de demander davantage de détails sur la faisabilité, c'est d'orienter les financements vraiment sur les projets qui ont le plus de chances d'aboutir, et en ce sens-là, d'avoir une efficience des fonds publics encore plus poussée. Donc là, c'est sur la partie faisabilité. Et il va y avoir aussi une nouveauté, notamment dans le cadre du dépôt du dossier complet, qui prendra la forme, peut-être une annexe dédiée, sur l'impact environnementale, sur la transformation des systèmes de santé au niveau environnement. Voilà, des projets de recherche qui sont déployés, puisque c'est quelque chose qui est assez récent, hein, quand même, dans le domaine, enfin, c'est récent, ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais dans le domaine de la recherche, un peu plus récent quand même, de réfléchir sur l'impact de la recherche en elle-même, et sur les moyens de conduire aussi une recherche qui prenne en compte aussi les contraintes de pression sur l'environnement. Alors, ce sera quelque chose de très, pour l'instant, ce ne sera pas annexe, mais ce sera quelque chose qui va être vu. On va apprendre à marcher avec les porteurs. C'est une demande de précision, en sachant que les choses sont quand même pas totalement stabilisées sur ce sujet. Donc, voilà, ça va être encore un peu exploratoire pour cette campagne-là, mais c'est un signe qui est donné pour qu'on prenne mieux en compte ces enjeux-là. Merci beaucoup des précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui, Régis, vous pouvez ouvrir le micro.
Oui, oui. Merci beaucoup pour cet exposé très, très, très clair. Moi, je voudrais, en tant que co-coordinateur scientifique du programme de recherche sur la fin de vie de l'agence de programme de recherche, avec Sarah Carvalho et Clément Cormier qui sont ici, parce que je n'ai pas pu participer à des réunions précédentes, je crois que vous avez eu ensemble, que vous nous précisiez un petit peu comment vous voyez l'interface utile entre ces deux possibilités de contribuer à valoriser la recherche sur les questions relatives à la fin de vie et aux soins palliatifs. Pardon, vous pouvez répéter la question, pardon. C'est le lien entre... Oui, pardon. Pas de souci. Oui, nous avons le souci, évidemment, de faire du lien entre les différents appels à projets qui sont quand même Oui. pas si nombreux que ça autour de la question de la fin de vie. Nous avons le souci de valoriser et de pousser autant que possible la dynamique de la recherche. Hein. C'était un des enjeux de la stratégie décennale pour le développement des soins palliatifs. Puis ça apparaît comme une nécessité. Et du coup, comme les moyens sont limités d'une manière ou d'une autre, je voulais savoir quelle est votre réflexion sur la complémentarité possible entre des projets qui seront soutenus par le programme et des projets qui pourraient être également coportés avec les appels à projets de la DGOS. Oui, pardon. Oui, bah, c'est un point essentiel. Il faut qu'il y ait avec l'occasion d'évoquer le sujet, hein, qu'il y ait une certaine complémentarité qui permettra aussi une meilleure efficience d'utilisation des fonds publics. On avait aussi indiqué cela pour le cas d'autres PEPR sur d'autres types de thématiques. Au moment du dépôt de la lettre d'intention et peut-être du dossier complet, peut-être que peut être précisé aussi si un projet s'inscrit dans le cadre du programme, afin qu'il puisse aussi, pour le jury, y avoir une vision un peu d'ensemble, de ne pas avoir des projets qui soient un peu déconnectés d'un environnement. L'idée, c'est un peu de taguer, de taguer les projets qui sont déposés et qui s'inscrivent dans le cadre, en l'occurrence, il y a des PEPR, des programmes de recherche, et je pense qu'il faut le rendre visible pour le jury, pour montrer la force que peut représenter l'association à un programme de recherche ou à un PEPR pour le dépôt un appel à projet, et ça peut être que bénéfique et positif, même si, je le rappelle, hein, nous, la DGOS, on intervient vraiment en termes de soutien, d'effet signal, d'accompagnement, et les jurys restent, c'est la science qui parle, hein, mais tout ce qui peut être apporté à la connaissance du jury doit être fait. Merci beaucoup. Enfin, en tout cas, on partage cette idée que ce serait dommage de ne pas être complémentaire et de ne pas aider des équipes qui font ces démarches et ces efforts et qui sont reconnus d'un côté, qui devraient pouvoir être facilités de l'autre. Ok, merci. Et en complément aussi, ce que j'ai l'occasion de dire, c'est vraiment on va ouvrir ces données. Hein. On a commencé à le faire en open data sur un certain nombre de données. Sur Cyrano, c'est ouvert également. On va communiquer avec la plateforme sur vraiment l'ensemble des projets qu'on finance, leur niveau de maturité, les porteurs, les équipes, pour qu'il y ait un effet d'entraînement et qu'on puisse tous tirer, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, mais tous tirer un peu dans le même sens. Voilà, d'avoir des projets les plus excellents qui puissent être sélectionnés et de dynamiser la recherche en question. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est que, on vous donnera des éléments plus précis, hein, mais c'est que sur la thématique en question, il y a vraiment, elle se distribue. Certes, c'est que 35 projets financés. On va faire beaucoup mieux, je l'espère, avec la campagne qui s'annonce. Donc là, toute l'importance de mobiliser tout l'écosystème pour déposer des projets, afin qu'on puisse les retenir en lien, en cohérence avec le programme de recherche.
Mais il se ventile bien quand même sur l'ensemble des appels à projets. Donc voilà, enfin, on le sait tous, hein, mais, et c'est un peu une lapalissade de le dire, mais sur cette thématique-là, il y a vraiment toute une palette d'appels à projets qui peut être mobilisée pour financer la recherche en question. À la fois du PHRIP, du PREPS, du PRME, Datae aussi, enfin, tout est mobilisable, du PHRC aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Oui, on vous écoute, Annabelle. Oui, je suis Madame Bousseau. J'aurais une question. Donc, vous avez indiqué qu'il y avait une nouvelle trame de lettre d'intention en fait disponible, si j'ai bien compris. Oui, elle sera incessamment, enfin, sera disponible sous peu. D'accord, donc elle n'est toujours pas. D'accord. Et ma question, c'est, elle est disponible uniquement une fois qu'on est connecté avec son compte sur Innovar. On la met aussi sur le site internet du D'accord, vous ministère de la la mettez, DGS. d'accord. Parce que là, je Oui, viens oui, d'aller voir et je la vois pas, donc c'est pour ça. oui, oui, oui. Non, vous faites bien. Et d'ailleurs, arrêtons-nous un peu là-dessus. On est désolé, ça prend un peu de retard, mais on essaie de le mettre en ligne à la fois sur le site internet et sur Innovarc. Aujourd'hui, je l'espère. D'accord. Il y a eu quelques ajustements consécutifs à ce que je vous ai dit là sur la faisabilité et puis le développement durable, même si le développement durable sera plus dans la partie dossier complet. Mais on essaie de publier ça le plus vite possible. Pourquoi aussi? Puisque la date de soumission, c'est le 9 décembre et on a à cœur qu'il puisse y avoir un délai suffisant pour vous voilà, de travail sur la bonne grille, quoi. Et à propos de la nouveauté sur les aspects environnementaux, est-ce qu'il y a un petit guideline quelque part qui explique les attendus? Parce que c'est vrai que pour moi, c'est assez nouveau et j'avoue que je suis un petit peu... je ne vois pas trop comment aborder la question pour le moment. Alors, c'est voilà, une excellente question qui a été posée aussi plusieurs fois. En fait, D'accord. on a fait le choix de ne pas donner de guideline pour cette année, mais c'est pour cela que j'ai insisté sur le fait que c'était on va dire un essai et que ce ne sera pas quelque chose qui sera discriminant, j'ai envie de dire, à ce stade. C'est, on va dire, un premier pied dans la porte quoi, sur ce sujet-là. Vraiment, on serait bien malin si on avait des notes très précises sur ce sujet qui est quand même très nouveau. On essaie de travailler avec aussi des experts du sujet et donc c'est pas évident. Donc l'idée c'était d'apprendre aussi avec les retours qui seraient faits par les porteurs justement à voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme guideline justement. D'accord. J'ai une dernière question. Compte tenu de la spécificité de la population, sur les PHRC nationaux, on est d'accord qu'on s'attend toujours à des RCT, des essais randomisés, voilà. Est-ce qu'il est possible de déposer des projets qui n'auraient pas qui soient pas des RCT, ou est-ce que c'est vraiment toujours un attendu au niveau d'un PHRC national? Alors, sur le PHRC national, on ne spécifie pas une méthodologie spécifique, donc tout type de méthodologie peut être mobilisé. Et j'en profite aussi donc pour rappeler cela, et c'est rappelé au jury à chaque session, et rappeler aussi qu'il n'y a pas, parce que c'est une idée un peu reçue, il n'y a pas de budget maximal pour les projets que vous soumettez. Donc, et nous, on est très attentif à ça, justement. On est attentif à, entre guillemets, à la vérité des prix. Donc, c'est important que toutes les lignes budgétaires soient bien mises dans la grille budgétaire et financière afin qu'on finance bien les projets. Voilà, donc il n'y a pas un budget maximal pour les appels à projets dont je vous ai parlé, hein, PHRC, PRME, PREPS. Il faut mettre, et c'est important, je pense, enfin, de mettre les vrais prix, hein, pas de les gonfler, mais de mettre les lignes financières attendues pour la bonne réalisation du projet. On préfère vraiment ça qu'un projet qui minimiserait des coûts
et pour lequel des porteurs, via leur institution, reviendraient 2 ou 3 ans plus tard en expliquant qu'ils avaient mal budgété. Enfin, c'est aussi pour nous plus simple d'avoir ce type de projet bien financé au départ. Donc, pas de méthodologie imposée et pas de budget maximal. Voilà. Il y a un PHRC, il ne doit pas faire plus de. Enfin, c'est faux de dire qu'un PHRC ne doit pas dépasser 600 ou 700 000 euros, quoi. D'accord. Merci à vous. Oui, j'ai une question. Déjà, merci pour cette présentation. Vous avez mis l'accent sur la faisabilité cette année. Et je voulais savoir en fait s'il y avait des durées de recrutement maximales ou de nombre de centres maximal à inclure, par exemple pour un PHRC national, sachant que le contexte effectivement d'inclusion de patients en soins palliatifs, c'est pas le contexte le plus favorable pour avoir un nombre critique de patients pour un niveau de preuve important. Merci pour la question. Non, il n'y aura pas d'objectif quantitatif assorti à cela. C'est plutôt, vous verrez dans la lettre d'intention, une demande en fait d'expliciter le mieux possible en fait la faisabilité, et donc il y aura plus d'espace donné, de wording possible sur cet aspect de faisabilité pour qu'on puisse, pour que vous puissiez bien expliquer ce qu'il en est, et que le jury puisse bien l'apprécier. Mais aucun objectif quantitatif en termes de centre. Enfin, vraiment, là, il faut détailler, en fait, la faisabilité, et c'est le jury ensuite qui l'apprécie. D'accord. Entendu, merci. Je voulais dire aussi, j'en profite, comment dire, nous, ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'il puisse y avoir un lien direct qui soit fait avec vous, les porteurs de projets, des institutions. Donc, il y a, vous le savez, il y a la plateforme Innovar, qui a des adresses mail génériques, mais lorsqu'il y a des difficultés, c'est le sens aussi dans la présentation d'avoir mis l'organigramme du bureau, etc., d'avoir mis des photographies et des noms, c'est de ne pas hésiter aussi à solliciter directement soit Alice Leman, qui est mon adjointe, soit moi-même, soit Aline Guercy sur les appels approchés PHRC et PHRIP. Enfin, vraiment que ce soit incarné et que vous n'ayez pas le sentiment parfois que ce soit une machinerie lourde qui ne répondent pas, quoi. Il y a vraiment des gens derrière des questions et qui sont vraiment motivés pour vous répondre et vous donner les moyens de répondre au mieux sur cette campagne d'appel à projet. Et non, j'ai essayé de vous donner un panorama un peu complet, de vous dire les questions qui se posaient à la fois sur nos attendus aussi en termes de stratégie, sur d'avoir des projets qui soient bien financés, avec une durée plus courte, avec une faisabilité très bien exposée, travaillée. L'idée aussi que parfois on peut avoir des difficultés un peu conjoncturelles. Je vous ai parlé aussi du shutdown avec Clinical Triol. Ça va se résoudre à court terme. Il y a des réflexions aussi sur une solution plus souveraine. Il y a d'autres types de registres qui peuvent être mobilisés. En tout cas, lorsque vous apportez la preuve que vous avez soumise au registre, en l'occurrence Clinical Triol, on le prend en compte. Là, je suis dans l'optique où vous avez déjà le projet qui a été sélectionné par le jury. Voilà, rappeler que c'est des montants qui sont quand même importants et qu'on a la chance, là, en l'espèce, d'avoir des enveloppes qui restent constantes sur ces programmes-là. Voilà. Avec beaucoup de financement à la clé. Donc, et en espérant qu'il y aura beaucoup de dépôts de projets sur la thématique accompagnement, soins palliatifs, fin de vie. Ça a été très bien dit, 35 projets sur une large palette, c'est peu quand même. Donc voilà, on espère aussi que l'effet signal et puis que la mobilisation grâce à la plateforme, un grand merci, permettra peut-être, je sais pas, de mobiliser des candidatures.